Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Ça vous fait rire, ça, hein, Gabriel Cluzel, hein, ça vous fait rire, ça. Gabriel Cluzel est là. Bonsoir, cher Bonsoir, Gabriel. Notre ami Philippe Guibert aussi. Bonsoir, Pierre. En forme, de bon matin, j'allais dire de bon matin, de bon soir, de bon lundi. De bon lundi. Alors voici ce jeune homme qui est là avec nous. Il a beaucoup de mérite parce qu'il a vidé son sac. Et quand on vide son sac aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, c'est pas facile parce que généralement, il y a des représailles qui arrivent en flèche. Bonsoir Pablo Ladan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous signez La Terreur Violette aux éditions de l'Observatoire et vous racontez vos 3 premières, en tout cas, beaucoup la première année de Sciences Po que vous avez vécue. Vous êtes en 3e année maintenant. Vous allez passer ensuite en master après les 3 années de bachelor, puisque c'est comme ça que ça passe. Je regarde Gabriel parce que ça a beaucoup changé Sciences Po depuis le temps. Et vous avez vécu La Terreur Violette. Alors, La Terreur Violette, c'est quoi ? C'est le pôle violet. Et le pôle violet, c'est, j'allais dire, une instance non officielle à l'intérieur de Sciences Po qui est composée d'étudiants militants qui tout simplement, en parallèle des instances officielles de Sciences Po, décident de votre sort. C'est bien ça ? Exactement, c'est un groupe militant néo-féministe qui est autoconstitué évidemment, qui au départ a été créé en 2022 en dehors de tout cadre légal et de tout cadre juridique et qui a imposé à Sciences Po, ou du moins sur le campus de Poitiers, mais d'autres groupes militants le font sur d'autres campus, ont instauré une véritable justice parallèle qui est véritablement kafkaïenne, où au fond chacun orwellienne, voilà, chacun peut attaquer autrui, le diffamer, le calomnier de manière totalement anonyme sur des plateformes de délation en ligne, sans évidemment apporter aucune preuve et sans apporter aucune précision. Et ça, c'est en fonction de ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, mais aussi en fonction des conversations privées que vous pouvez avoir avec les étudiants. Bon, là, en l'occurrence, si j'ai bien compris, il y avait aussi un discours à la clé que vous aviez rédigé. Et ça s'est pas passé comme prévu, comme dirait l'autre. Exactement. Alors, mon cas personnel est assez éloquent. C'est en fait un cas d'école, pour ainsi dire, puisque j'ai été victime de cette doxa idéologique qui ne supporte pas la nuance, qui ne supporte pas la contradiction et qui, au fond, souhaite établir, un véritable climat de terreur idéologique. J'ai donné ce discours qui initialement était féministe, en tout cas c'est comme ça que je l'ai écrit, c'est comme ça que je l'ai pensé, et il a été détourné de ses intentions originales par des militants qui... Juste le discours, il a pris place où et quand ? C'était lors d'un gala de fin d'année ? C'était Alors c'était lors d'un concours d'éloquence, où une vingtaine d'élèves se succédaient au pupitre avec un sujet précis. Mon sujet personnellement, c'était À l'heure où blanchit la campagne, donc une référence littéraire à Victor Hugo. Et je les ai pris au mot et j'ai tâché de faire un discours littéraire où je prenais le parti pris d'incarner un anti-héros répugnant qui cherche à tout prix à assouvir ses pulsions, à atteindre ses objectifs personnels, et le tout en exploitant la femme et la nature. Donc j'ai fait cette... Le 22 septembre 2023, donc ça commence par « Je la voyais pour la première fois, mais je crus l'avoir toujours connue. Elle était là, endormie devant moi, frêle et belle, insolente et désolante. » C'est ça, et ça termine par l'homme sans foi ni loi, sans pitié ni vergogne, broie de sa patte grossière ce qu'il croit qu'on lui donne. Alors c'était évidemment un message qui se voulait féministe, mais ces militantes ont volontairement mal compris et mal interprété mon discours. Ils ont cherché ensuite à me détruire, à m'exclure socialement et véritablement, à m'anéantir et à m'exclure du débat public. Elles ont saboté mon discours, elles ont ensuite cherché à le censurer. Des dizaines de mails. De quelle manière ? Saboté en organisant une sortie théâtrale, point levé, dénonçant le sexisme. Des dizaines de mails ont été envoyés à l'administration pour que des sanctions soient prononcées. Ils estimaient que, en tout cas, ils prétendaient que mon discours était sexiste, qu'il prônait le viol, la pédophilie. Quelques minutes après mon discours, une militante a affirmé devant 300 personnes, donc devant 300 étudiants, que je faisais l'apologie du viol, que j'étais un violeur en puissance, un macho.
Et tout ça a été du temps de l'affaire Vichra, qui avait été condamné pour violence conjugale. Donc, alors à ce moment-là, il n'avait pas encore été condamné. Il n'avait pas encore été condamné, puisque c'était... Il avait été condamné par la justice parallèle de Sciences Po, puisque les militants de Sciences Po avaient réussi à obtenir sa peau. Tout en l'ayant adulé juste avant, voulant faire des selfies avec Mathias, hein, ce que vous écrivez dans le livre. Oui, bien sûr, ça illustre la rapidité avec du tournage de veste. C'est ça, avec laquelle... il a connu ça, Philippe Guibert aussi, les tournages de veste dans la politique, quand vous étiez au SIG. Toujours du bon côté, comme chantait Jacques Dutronc. Pardon, Pablo. Non, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'opportunisme social dans ce militantisme. C'est-à-dire qu'à Sciences Po, c'est très clairement socialement valorisé que d'être radical, que d'être intransigeant, que d'être intolérant. Et donc voilà, c'est ce que je dis dans le livre de manière un peu ironique. Les étudiantes, tous les matins, revêtent leur costume de militantes enragées pour se faire une place dans un microcosme où il faut être radical pour bénéficier du prestige social. Philippe Guibert. Ce que vous racontez me fait penser à la révolution culturelle en Chine et aux petits gardes rouges. C'est-à-dire vraiment des personnes qui sont là pour essayer de détruire socialement ou universitairement un étudiant qui n'est pas dans la ligne, qui a peut-être fait un peu de second degré dans son discours, et le second degré de nos jours... C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait de l'intelligence à Sciences Po, ça a peut-être un peu changé. Enfin, il y en a encore, regardez, il est tout à fait brillant. Mais est-ce que c'est encore le bon réceptacle pour une telle intelligence? Je ne sais pas. Et quelles conséquences ça a eu? Alors, dans votre vie privée, vous l'avez raconté. Quelles conséquences ça a eu sur vos études? Comment ça s'est passé? Enfin, alors, les suites de cette affaire. Sa petite amie aussi a été. Voilà, oui, c'est ça. Vous avez raison de le dire. C'est que c'est là qu'il y a peut-être une atmosphère presque totalitaire. C'est-à-dire que quand on cherche à vous détruire, on vous détruit pas uniquement publiquement et socialement, on vous détruit dans votre vie privée. Moi, on a contacté mes proches, on a cherché à les détourner de moi, on a contacté aussi ma petite amie en cherchant à finalement la persuader de rompre notre relation, ce qu'elle n'a pas fait parce que elle me connaissait intimement, elle savait évidemment que je n'avais rien du tordu qu'il décrivait. Et sur le point de vue académique, il faut savoir que l'institution est profondément soumise à ces militants qui au fond les terrorisent, puisqu'ils ont des moyens d'action qui sont très efficaces. Ils bloquent les campus, ils occupent les amphithéâtres, ils font annuler des cours, et puis sur la place publique, ils déclarent à tort et à travers que Sciences Po serait le paradis des violeurs, que l'administration serait finalement complice de cette culture du viol. Enfin, voilà ce genre de déclaration. Et donc l'administration marche sur des œufs, prend beaucoup de pincettes avec eux, et a même, lors de l'affaire Vichra, quand l'administration était vraiment fragilisée, eh bien, a pris le parti de se ranger du côté des militants en prenant des mesures qui sont tout à fait intolérables et que je décris dans le livre. Gabriel Cluzel. Ce genre de pratiques, on les retrouve à l'ENS. Il y a exactement le même genre de totalitarisme, j'allais dire soft, mais pas vraiment soft en réalité, parce qu'il est très pesant. Il y a des boucs émissaires. Alors ils se prennent pour des gens transgressifs et c'est vraiment les mutins de Panurge de Philippe Muret. C'est que en réalité, il y a rien de plus moutonnier. Je sais pas si vous avez lu aussi le livre de Bernard Quirini, qui s'appelle Les oies soifées sur une dictature féministe. Je vois un petit peu ce que vous décrivez. Mais je vous admire parce que c'est vrai que c'est très compliqué de tenir dans une école une fois que vous êtes ainsi visé. C'est une forme de harcèlement, comme on peut trouver au lycée, sauf que là c'est un petit peu plus élaboré, on trouve des raisons idéologiques, mais c'est extrêmement violent et je suis d'accord avec vous parce que pour diverses raisons, je l'ai constaté, le corps enseignant et la direction soit partagent idéologiquement les idées de la masse, soit, ou c'est parfois les deux d'ailleurs, soit considèrent lâchement que c'est plus facile de suivre cette masse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je vois, je citais l'ENS, ils reçoivent Judith Butler, mais recevoir même quelqu'un, je pense que même François Hollande, ça serait qualifié d'extrême droite, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement fort et je ne vois pas du tout de ministre de l'enseignement supérieur aujourd'hui réellement s'élever contre cela. Et peut-être sans doute pas Madame Borne, quoique on pourra peut-être lui poser la question, puisqu'elle sera l'invitée de la matinale cette semaine, dans les jours prochains, en tout cas sur Europe 1. Pablo Ladan, juste une question bête peut-être, en tout cas candide. Pourquoi est-ce que vous restez à Sciences Po ? Pourquoi je reste à Sciences Po ? D'abord parce que je considère que quand il y a des situations de harcèlement,
ce n'est jamais à l'étudiant harcelé de fuir et finalement d'avoir à se résigner à cette violence. Moi, j'ai pris le parti de sortir de toute cette histoire par le haut. Peut-être que c'est une forme de sacrifice parce que je m'expose médiatiquement et vous savez mieux que moi que je n'ai rien à gagner en vérité en m'exposant sur un sujet qui est tellement délicat, qui est tellement douloureux pour beaucoup de gens. Mais je le fais parce que j'ai constaté de mes propres yeux la souffrance de dizaines d'étudiants, peut-être de centaines d'étudiants qui sont pris pour cible pour leurs opinions politiques. Donc vous avez décidé de prendre la parole pour eux aussi, et aussi pour Louise Vassy, qui est le directeur depuis octobre de l'année dernière, qui... alors qu'est-ce qu'il fait, Louise Vassy? Parce qu'on dit qu'il essaye d'arranger les choses. Est-ce que c'est vrai, vous qui le vivez de l'intérieur, et comment ça se passe? Est-ce qu'il y arrive? Alors moi, je fonde beaucoup d'espoir dans la nouvelle direction et dans Louise Vassy en particulier. Moi, je tâche de lui faire parvenir mes écrits, mes mesures. Oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, je lui ai on reste dans Orwell, alors du coup, c'est bien. Dans l'autre sens. Je lui ai transmis un courrier il y a quelques jours qui propose 8 mesures. Qui propose 8 mesures très concrètes qui permettraient d'améliorer la situation à Sciences Po. C'est une lettre que je ferai aussi parvenir à la ministre de l'Enseignement supérieur. Vous pourrez lui en parler. Et c'est des mesures qui sont très concrètes, qui peuvent être faites dès demain. C'est par exemple la création d'une cellule indépendante qui vise à enquêter sur les faits de harcèlement, d'ostracisme. Ça s'appelle un comité Théodule, cher Pablo. Vous pensez que ça va marcher? On les connaît bien, nous, les comités Théodule. Ma volonté, et c'est peut-être la première raison pour laquelle je fais ce livre, c'est que personne à Sciences Po, et plus personne à Sciences Po dans les années qui viennent, est né d'idées noires, comme ça a été le cas de la plupart de mes témoins. Et quand ils mettent les pieds à Sciences Po, qu'ils aient la boule au ventre, ils rasent les murs à cause de leurs opinions politiques, parce qu'ils sont un peu trop à droite, parce qu'ils sont un peu trop nuancés sur la question palestinienne, ou ce genre de choses. Une dernière petite question, Philippe Guibert. Combien sont vous êtes à Poitiers, ou sur le campus de Poitiers, combien sont ces charmantes dames du pôle violet? Ça représente combien de personnes? Alors, je ne sais pas exactement combien elles sont. Elles sont peu nombreuses. C'est une minorité qui est agissante, mais qui est extrêmement présente sur les réseaux sociaux de la promotion, sur les groupes de promotion. Et leur cause initiale est parfaitement noble, et moi je la soutiens. C'est le féminisme, la lutte contre les violences sexuelles. Mais cette cause noble, ils la défendent avec des moyens qui sont ignobles. Par le harcèlement ciblé, par la persécution. Vous parlez tout à l'heure de harcèlement. Moi, je dirais même que c'est de la persécution ciblée sur la base d'opinions politiques. C'est vrai qu'on parle souvent du harcèlement au collège, en primaire, au lycée, mais il n'y a aucune raison que à l'université, le harcèlement soudainement disparaisse. Et j'ai même envie de dire que le harcèlement à Sciences Po est exacerbé par une idéologie sectaire qui refuse toute nuance, qui refuse toute contradiction. Et ça, on le voit très bien, par exemple, dans les témoignages que j'ai mis en troisième partie d'étudiants qui soudainement ont vu leur vie basculer. Je fus enfin banni du gala de fin d'année. Nous comprîmes à nos dépens que le logiciel néo-féministe n'accorde de la valeur à la parole des femmes que lorsqu'elle incrimine les hommes. Voilà. Ça, c'est ce que vous citez, page 61, et ça décrit bien le pôle violet. Merci beaucoup, Pablo Ladan, d'avoir été avec nous. La terreur violette, comment ils ont détruit Sciences Po. Je vais donc donner votre livre à Sonia Mabrouk, qui va inviter Elisabeth Borne cette semaine pour lui faire part de cela.